Ce qui nous caractérise, c'est l'image, nous saisissons par l'image. Quoi qu'il en soit, c'est la nuit, et entre nous-mêmes, nous ne tenons qu'une copie. Donc Hugo Ball, c'est le fondateur du cabaret Voltaire, donc l'initiateur en quelque sorte du mouvement Dada à Zurich en 1916. Il va très vite quitter ce mouvement et il se retire dans un endroit très comment dire, isolé, en Suisse, et il écrit un journal. C'est ce journal qui a été publié, donc la traduction française de La Fuite hors du temps. La première édition date de 1927. Ça a été publié dans la traduction française, une très bonne traduction aux éditions du Rocher. Alors c'est un livre, journal absolument admirable donc. Alors un petit mot peut-être pour, en guise de préambule, pour vous présenter les images que j'utilise. J'utilise deux images pour présenter ce cycle, parce que je pense qu'elles sont assez caractéristiques, en tout cas de ma méthode et de mon propos, et aussi de la question, de l'enjeu de l'image. D'abord, la première image, la voici, ça s'appelle L'Archer, c'est une gravure sur bois d'un artiste qui s'appelle Jacques de Ghem. C'est le fils d'une lignée d'artistes. Elle est conservée à Rotterdam, au musée Boijmans. L'Archer, selon la morale calviniste, c'est ce que le texte qui est en dessous indique, est un personnage dangereux, inquiétant. Il est contaminé par la puissance de son regard, il est enveloppé, en quelque sorte asservi par la puissance de son regard, et il nous scrute comme une cible potentielle à atteindre. C'est une image, l'Archer, en tout cas dans le contexte calviniste, c'est une image de la concupiscence, la concupiscentia oculorum, comme disait saint Augustin, la concupiscence des yeux. Regarder, c'est être concupiscent. Ce que l'on regarde est objet de la concupiscence. Tout regard est par nature concupiscent. L'Archer, tenant sa flèche, regarde de manière fixement sa cible, et donc il est l'identification même, la définition même, la personnification, en quelque sorte, l'allégorie, si on veut, de cette concupiscence. Alors, le saint Augustin que je cite, c'est extrait du livre 10, chapitres 30 et 34 de saint Augustin des Confessions. La racine de cette formule de saint Augustin vient de Corinthiens 1, 7, 38. C'est donc pas une racine, c'est pas une proposition inventée par Augustin. Le regard donc est par nature concupiscent, il est assujetti au désir, et saint Augustin condamne pour cette raison-là tous les jeux du cirque, le théâtre notamment, et toutes les activités qui sollicitent le regard. Plus précisément, il indique toutes les activités qui sollicitent le regard par le biais de la curiosité. Il y a vraiment le démarrage d'une grande problématique qui va faire sens anthropologiquement en Occident, qui est celle de haro sur la curiosité. La curiosité, d'emblée, est malsaine et inquiétante. Les arts, évidemment, étant dans cette ligne de mire. L'Archer, donc, est la concupiscence faite chair. C'est lui qui vise et c'est lui qui tue. C'est lui qui tire et c'est lui qui viole. Mais selon les Italiens de la Renaissance, et notamment chez Alberti ou Filarete, l'Archer est une figure de l'artiste au travail, car l'artiste dit, Alberti, bande son arc. Mais cela reste vain, dit Alberti, s'il ignore où il doit diriger sa flèche. Donc c'est un propos d'Alberti dans De Pictura, 1435, au livre 1, paragraphe 23, pardon. Alberti étant, ce De Pictura étant le livre manifeste de la fondation de l'invention de la perspective. C'est un personnage donc absolument central de la constitution d'un nouvel espace plastique, un nouvel espace du regard, et très précisément, ça fait sens quand Alberti réintroduit positivement cette figure omnie de l'Archer. Évidemment, ça fait sens pour lui. La perspective, dit l'historien de l'art Mikhail Kubovi, vise l'œil comme un archer sa cible. Et il invente, donc Kubovi invente une notion qu'il appelle la métaphore de la flèche. Et il dit qu'en Occident, tout constructeur d'images, tout producteur d'images tire des flèches. Faire une image, c'est décocher une flèche. Et ce qu'il appelle la métaphore de la flèche, donc il va très élégamment rechercher dans le corpus de l'histoire de l'art des images qui pourraient illustrer cette fascination pour l'archer, considéré comme finalement comme un alter ego de l'artiste. Si on observe l'arrière-plan de la gravure de De Ghem, on s'aperçoit que l'Archer est en train de lutiner la porteuse de lait, la petite bergère porteuse de lait, lutiner, faire le lutin
littéralement. Et il y a d'ailleurs un bœuf qui se trouve à l'extrême gauche de l'image qui regarde avec concupiscence, précisément, une pauvre vache qui se détourne de lui derrière. Donc, selon une logique tout à fait intéressante du regard qui doit aller chercher l'objet du désir au fond de l'image, où la réponse aurait bu et qui revient sur le premier plan. Voilà, on est vraiment dans la construction d'une image qui est censée délivrer une certaine forme de morale. Le berger, donc, l'archer lutine la bergère, un taureau regarde avec avidité une vache, et face à nous, le berger, avec la laitière, aidé de la laitière, qui porte ses seaux de lait, qui l'aide à s'équilibrer en quelque sorte, vise notre regard, vise le regard du spectateur. Un élément tout à fait étonnant est la turgescence de la culotte du berger, qui montre bien que l'opération en question, en direction de notre œil, est affaire de jouissance, et qu'on peut prendre le mot tiré beaucoup de sens. Pour le dire autrement, tiré, donc, relève à la fois de la guerre, de la mort, de la perspective, c'est ce que dit Alberti, du regard, de l'œil et du sexe. Alors, je pense que cet étoilement de sens, si vous voulez, la guerre, la mort, la perspective, le regard, l'œil et le sexe, vous allez voir, très curieusement, se retrouvent systématiquement dans ces grandes images médiatiques qui sont objets de polémique. Ils cristallisent avec, on pourrait dire, il y a une cristallisation symbolique d'un certain nombre de traits anthropologiques extrêmement importants, hein, qui expliquent, qui donnent à penser que s'il y a eu débat, ça n'est pas pour rien, en quelque sorte. La deuxième image que j'ai utilisée, c'est un détail d'une œuvre célèbre de Mantegna, d'Andrea Mantegna, Le martyre et l'enlèvement du corps de Saint Christophe. C'est une œuvre qui a été peinte en 1448-1457 à Padoue, à l'église des Eremitani, c'est-à-dire l'église des Ermites, dans la chapelle Ovetari. Antonio et Imperatrice Ovetari, les donateurs. Alors, c'est un lieu qui était magnifique, mais qui a été hardiment, sauvagement bombardé par les Américains en 1944, et tout a été quasiment détruit dans ce lieu. C'est une fresque de 6,64 m de longueur, qui aujourd'hui a été déposée, comme on dit, donc réinstallée sur toile. Le sujet de la fresque est emprunté à Jacques de Voragine, qui raconte ceci dans sa légende dorée. Jacques de Voragine, c'est un moine dominicain qui a fait une compilation absolument exceptionnelle dans son ouvrage La légende dorée, une compilation exceptionnelle de tous les récits qu'il a pu trouver sur les saints, un montage de textes qui en fait un ouvrage à la fois étourdissant, et puis bon voilà, un objet presque insituable. On ne sait trop si on est dans la théologie pure, dans le fait d'écriture, dans la poésie, dans la rêverie, dans le délire. Bon, c'est un objet tout à fait curieux. Jacques de Voragine dit ceci: le roi d'Agnus fait lier Christophe à un poteau et commande à 400 soldats de le percer de flèches. Mais toutes les flèches restaient suspendues en l'air et aucune ne put le toucher. Or le roi, pensant qu'il avait été tué par les archers, se mit à l'insulter. Tout à coup, une flèche se détache de l'air, vient retourner sur le roi, qu'elle frappe à l'œil et qu'elle aveugle. Alors, dans le contexte gothique, si vous voulez, de la rédaction de la légende dorée, la référence à la perspective n'existe pas. Elle n'existe pas, donc, pour Jacques de Voragine. Mais elle existe pour Mantegna. Et vous voyez que la treille qui est installée au sommet de la peinture, lorsqu'on s'approche de la paroi, elle paraît littéralement au-dessus du spectateur, faire sa lie du mur. Il y a un trompe-l'œil absolument ahurissant. On est bien dans le contexte de l'invention de la perspective au Quattrocento italien, et chez un artiste qui, tout antiquisant qu'il soit, était féru de perspective, et il a construit là, de manière très scientifique, une perspective surplombante qui semble être un objet vrai, un objet qui fait sa lie vrai. Donc ça légitime la véracité de l'image, et surtout, ça donne à la percée de la flèche, à l'énucléation, ça donne une force considérable. Cette énucléation répond à la perspective. La perspective, en quelque sorte, cherche le monde et le construit dans son volume, comme la flèche cherche l'œil et le détruit. Il y a donc
du côté de la perspective, quelque chose qui est crédité de l'ordre de l'effraction, de l'ordre de la violence, de l'ordre de l'objet qui, bien qu'étant plan, fait saillie virtuellement dans l'espace du spectateur, s'engage en quelque sorte dans le monde du spectateur. La flèche donc aveugle le roi d'Agnus, mais il était déjà aveuglé puisqu'il pensait que Christophe était mort. C'est une autre caractéristique de ce tir à la cible, ou de la perspective, ou de l'image. Perdre ou retrouver la vue, ce qui est le cas du roi, en l'occurrence, est lié à la manière dont le monde est envisagé ou pensé. Donc, durant ces 4 conférences, il sera question de ce que j'appelle la bévue, en prenant ce terme, non pas dans le sens habituel, mais dans le sens littéral. Dans un sens littéral, en partie réel, en partie fantasmatique, accident de la vue. Bévue, accident de la vue. Donc, des interrogations relatives au regard seront formulées, des interrogations relatives à la chose regardée seront également formulées, et par conséquent, des interrogations par rapport à l'image que l'homme se fait de cette chose seront également formulées. 3 instances donc entrent en jeu, vont entrer en jeu dans mon propos: le regard, la chose regardée et l'image de cette chose. On peut donc d'emblée dire, en tout cas c'est ce que j'affirme, que l'image est un lieu intermédiaire au statut ontologique ou existentiel, si vous préférez, tout à fait incertain. Tantôt assujettie au regard, elle est captive et donne au regard sa propre puissance, tantôt elle semble strictement dépendante de la chose regardée, dépendante du monde si vous voulez, et elle semble capturer ce monde. Je dirais même qu'elle semble faire main basse sur le monde. Et on verra qu'il très régulièrement, lorsque des images sont en conflit, en litige, en discussion, on observe les 2 éléments. D'une part, cette image fait en sorte qu'elle paraît, qu'elle semble faire main basse sur une réalité, complètement. C'est-à-dire lessiver la possibilité de représenter cette réalité avec une autre image. Cette image serait la totalité de cette réalité. Elle fait littéralement main basse sur le monde. Et d'autre part, elle semble également captiver le regard, le capturer, de sorte que nous sommes fascinés par l'image, nous sommes obsédés par cette image. Il y a, dans le propre de ces images qui sont, que je vais commenter en quelque sorte, une double relation, une double ouverture. D'une part, cette façon de fixer la chose regardée comme un objet de conflit, et d'autre part, cette façon, comme un objet sur lequel on fait main basse, et d'autre côté, cette façon de se tourner vers le regard pour l'assujettir et en quelque sorte pour le contraindre à regarder sans pouvoir se défier. Alors, mon idée première, donc, que je vous présente rapidement, je vais l'annoncer d'emblée. J'y reviendrai au cours des 4 conférences pour la préciser, pour la reformuler, la déplier en quelque sorte, pour la déplier. La voici. Chaque grand changement d'époque, et par conséquent, chaque grand changement d'époque historique est aussi un grand changement des modalités du regard. C'est-à-dire du régime et de l'économie et des images. À chaque époque, à chaque grande époque, il y a une manière de décocher la flèche pour s'emparer du monde, dans et à travers l'image, et donc une façon d'être, de manière consentante, par exemple, ou pas, d'être aveuglé par cette image. Notre époque, soumise à de grandes transformations et de grandes peurs, n'échappe pas à la règle. Ces grandes transformations, ces grandes peurs sont d'ordre politico-économique, social, environnemental, scientifique, technique, culturel, et donc juridique et éthique. Vous verrez que l'image touche à tous ces domaines, et que précisément, les images qui nous inquiètent, les images aberrantes, ou les images qui sont en surdétermination absolue dans les médias, sont des images qui touchent à tous ces domaines. Il y a donc une grande production d'images, dans le cadre des inquiétudes et des peurs actuelles, une sorte, moi j'appellerais ça une sorte de spasme pulsionnel d'image. Comme si, devant la difficulté à penser le monde, il convenait de produire énormément d'images, parfois extrêmement contradictoires, un jet pulsionnel d'images pour tenter peut-être de dissimuler, de colmater en quelque sorte cette grande difficulté à penser le monde. Alors je vous rappelle qu'il y eut également, au XVIe siècle troublé s'il en est, le siècle du schisme dans l'Église, c'est-à-dire de l'effondrement
de l'unité de l'Occident, le siècle des guerres de religion, le siècle de la découverte du nouveau monde, etc., etc. Donc siècle extrêmement perturbé, siècle de cassure, siècle d'inquiétude. Il y eut dans ce XVIe siècle, durant ce qu'on appelle en art le maniérisme, mais le maniérisme est un terme qui rabat la question sur le plan artistique et qui ne nous permet pas de penser anthropologiquement la situation, il y eut également une grande production d'images, une sorte de spasme pulsionnel d'images. Je vous montre ici une peinture de Pontormo très célèbre qui se trouve à la National Gallery à Londres, Joseph en Égypte, dans les années 1515-1518. C'est censé raconter le récit de Joseph en Égypte, près du pharaon, et Pontormo produit une image où il y a des groupes humains conflictuels qui se disséminent sur l'image et qui rendent extrêmement complexe la lecture. On ne sait s'il faut faire une lecture de gauche à droite, une lecture ascensionnelle, une lecture du premier plan vers l'arrière-plan. Eh bien, toutes ces lectures sont possibles et peuvent être suivies l'une après l'autre. Il y a des modalités très curieuses d'entrer dans cette image. Il n'y a pas une seule modalité pour entrer dans l'image. Et vous voyez qu'il y a des personnages qui sont plus grands que d'autres, des personnages de second plan qui devraient être plus petits qui sont plus grands. Enfin, il y a un bouleversement de la relation du premier plan à l'arrière-plan, de la surface et de la profondeur. Donc, le chaos du monde, avec cet escalier, la métaphore étant l'escalier sans garde-fou, ce chaos du monde est traduit par cette pluralité de regards qui se superposent comme une sorte de palimpseste de regards et qui rend, quant au fond, illisible, indéchiffrable cette image. Nos sociétés sont entrées également, alors je ferai une comparaison, si vous voulez, avec nos sociétés au sens large, depuis la modernité, depuis la fin du XIXe siècle, début du XXe. Nos sociétés sont entrées dans une situation également de grande transformation de l'image, de nouveaux régimes de l'image avec la modernité. Avec deux inventions particulières. La première, c'est la photographie, brevet 1839, avec l'invention de l'instantané dans les années 1880. Je vous renvoie au livre Albert Londres, La photographie instantanée, 1886. C'est définitif, si vous voulez, l'instantané, c'est-à-dire que il est évident que Monet ne fait pas les séries de meules de foin, il ne peint pas la série de portails de la cathédrale de Rouen dans un vide historique. Il le fait parce que l'instantané est là, que la photographie le pousse en quelque sorte à produire la série. La série est une réponse à l'instantané photographique, une réponse plastique à une invention technique en quelque sorte qui bouleverse la question de la production de l'image peinte. Le cinéma, dans la même conjoncture historique, le cinématographe, comme on disait, est inventé par les frères Lumière en 1895. Alors, je vous montre ici une photo absolument merveilleuse. C'est Hippolyte Bayard, qui est né en 1801 et qui décède en 1887. Ce fameux autoportrait à l'appareil photographique qui date des années 1850. C'est une épreuve sur papier illuminé qui se trouve à Nemours, au château-musée. Voilà. Il est donc devant sa boîte optique. C'est un personnage de la Renaissance italienne, tel qu'il est là. Tel qu'il est présenté là, tel qu'il se présente en quelque sorte. Non pas un inventaire scientifique, mais quelqu'un qui manipule cette fameuse caméra oscura, cette fameuse boîte optique qui a traversé toute la Renaissance et qui vient d'Alhazen, peut-être, dit-on. Et le cinéma, donc le cinématographe des frères Lumière, voici les deux frères Lumière, une photo plus tardive, des années 20-25, et une affiche invitant à une projection du cinématographe Lumière. On peut remarquer tout de suite que les deux images symboles du cinématographe sont l'entrée d'un train en gare de la Ciotat, 1895, 50 secondes. Sur Internet, on peut le regarder. Et puis l'arroseur arrosé, 1895 également, 49 secondes. Eh bien, ces deux images symboles sont deux métaphores de l'archer visant l'œil du regardeur. Le train et la flèche, le jet d'eau et la flèche. Et on voit bien que dès que l'image mouvante, en quelque sorte, l'image moderne apparaît, elle reprend à son compte, elle réinstaure dans le champ de la pensée cette image validée de l'archer comme instigateur du réel, créateur du réel, qu'avait créé Alberti dans son idée doctorat en 1435. Et évidemment, à mon sens, elle prend également en charge tout le passif, la dangerosité, l'inquiétude. Vous savez que lorsque, si on riait pour l'arroseur arrosé, voilà, les gens s'enfuyaient, quittaient la salle quand le train, semble-t-il,
traverser l'écran et se projeter sur eux. Et on a bien l'articulation des deux, très subtile, montre bien qu'on est à la fois, on peut produire un rire, quitte à que ce soit un rire d'angoisse, mais on peut également produire vraiment une véritable inquiétude, anxiété. On retrouve les deux statuts, en quelque sorte, de l'image, les deux éléments du pouvoir de l'image. La photographie donc, et puis le cinéma vont assurer ce qu'on a pu nommer, alors je cite, la promotion de l'œil comme organe historique. La promotion de l'œil comme organe historique, c'est une formule de ce merveilleux historien de l'art, Johann Huizinga, dans l'automne du Moyen-Âge. Ça a été publié en 1919. Et il est le premier, dans le champ de l'étude de l'image, il est le premier à considérer, c'est un virage vraiment épistémologique en quelque sorte, hein, qu'on ne peut pas se représenter le passé, le restituer uniquement à partir de textes. On peut aussi le restituer à partir des images. Et en questionnant les images, en les analysant, on peut faire ressurgir le passé tout aussi bien qu'avec des documents, d'archives, etc. C'est une véritable révolution. Hein, en tout cas, pour les historiens de l'art, c'est une véritable révolution. Et il y a encore aujourd'hui des historiens de l'art qui n'ont pas à digérer cette affirmation-là. Hein. On a encore beaucoup de livres qui, sur le Moyen-Âge par exemple, qui utilisent la reproduction de enluminures de manière quasiment décorative. Hein. L'enluminure est à la page 390, mais page 389 et page 391, il n'y a aucun mot sur l'enluminure. Elle est là, c'est d'en faire valoir. C'est quelque chose qui est un objet, comme quelque sorte, qui décore le livre, qui ne fait pas sens relativement à l'analyse historique. Eh bien, pour Huizinga, oui, puisqu'il analyse des œuvres comme s'il a analysé des documents, en les prenant, en leur assurant un coefficient de vérité et de réalité extrêmement important. Alors je vous conseille ça, il est publié là, c'est une édition récente, Petite Bibliothèque Payot, absolument prodigieux, c'est un livre prodigieux, qui ne parle que du XVe siècle, comme siècle où s'achève le Moyen-Âge et où commence la Renaissance, qu'il appelle l'automne du Moyen-Âge. Et je vous conseille notamment le très beau chapitre sur la nuit, où il explique qu'on ne peut pas penser le XVe siècle si on a oublié qu'il n'y a pas d'éclairage, pas d'électricité, et qu'on s'éclaire à la bougie, et qu'il dit que la nuit est permanente dans les campagnes, dans les villes. L'homme est environné par la nuit, et donc voilà, c'est très beau chapitre sur comment faire une image dans le noir. Aujourd'hui, il y a l'informatique, le numérique, Internet, une nouvelle transition historique s'ouvre. Le web, donc le grand réseau mondial, ou la grande toile mondiale, ou la grande toile d'araignée mondiale, date de 1990. Et Google a été créé en 1998. C'est très récent. C'est très récent. Le Google, en anglais, correspond à 10 puissance 100. Le procédé là, à 10 puissance 100, soit 1 suivi de 100 zéros. C'est un jeu de mots étymologique sur ce terme qui a été utilisé pour l'appellation californienne. Toute l'économie du net, vous le savez évidemment, fait un usage intensif de l'image. Et nous sommes passés vraiment avec Internet d'une question relevant de l'économie de l'image, c'est-à-dire de l'image en tant que représentation du monde, à une question du régime et du statut même de l'image, de son rôle, de sa prétention à faire universel, en quelque sorte, à faire sens dans l'universel, de sa prétention à faire sens dans le droit, dans la question juridique, à dire « je suis la vérité, je représente la pensée commune du monde ». C'est cette prétention-là, une sorte d'universalité, y compris juridique, y compris éthique, ce qui est plus grave, c'est cette prétention-là qu'Internet est en train de développer. L'économie de l'image, c'est le fait que l'image représente le monde, qu'elle agence un monde, ou qu'elle prétend redoubler l'image physique par une image manufactum, c'est-à-dire une image faite de main d'homme, une image qui agence, qui saisit le réel et qui l'agence. Cette problématique est une création, vous le savez, de la Renaissance. Il y a un cheminement assez long dans l'histoire, de la camera oscura, la chambre noire, par la pensée grecque, Euclide, alors voici Euclide, représenté par Raphaël, au Vatican. Alors vous voyez, il est penché, très intéressante, la représentation d'Euclide par Raphaël, il a le compas, mais il est penché sur une table qui se trouve sur le sol. Une représentation d'Euclide, le mégarien, qui est une erreur évidemment d'attribution, Euclide le mégarien parle juste de Gand. Euclide d'une part, et puis Ptolémée, deuxième
deuxième grand inventeur de cette question. Euclide et Ptolémée, c'est les deux grands stades de l'optique géométrique grecque, qui va transiter par les Arabes et arriver en quelque sorte à la Renaissance et produire, être en quelque sorte le terreau sur lequel va se bâtir la question de la possibilité de la chambre obscure. Et d'une certaine manière, comme on a pu le dire, la possibilité de la photographie et peut-être même la possibilité du cinéma. Elle est déjà là, en quelque sorte. Alors ici, donc, Claude Ptolémée représenté par Raphaël, c'est très intéressant également. C'est dans la chambre de la signature au Vatican. Il est de dos. Et il porte une coiffure très étonnante, comme si voilà, on pouvait disposer le globe céleste dessus. Et c'est très intéressant la façon dont Raphaël présente ces deux personnalités qui sont associées à l'idée de la vision correcte du monde et la construction plastique, physique de l'objet plastique comme étant un simple dérivé de cette représentation, c'est-à-dire ayant une relation au monde d'ordre scientifique. Et bien il les représente tous les deux, l'un dans une mauvaise posture en quelque sorte, et puis on ne peut pas le voir, son visage est impossible, et l'autre côté il est retourné, et voilà, c'est assez intéressant. Et puis évidemment Juste de Gand le représente un peu différemment, il met un turban un peu oriental et il a une sphère armillaire à la main. Euclide et Ptolémée et cette recherche ancienne, cette optique géométrique, si vous voulez, grecque, va passer par Alhazen dans Ibn al-Haytham, dit Alhazen, 965-1039, et c'est, alors à gauche, à droite, une représentation très certainement fantaisiste, elle se trouve sur pas mal de billets de banque dans les pays arabo-musulmans. C'est un personnage très important dans la pensée musulmane, évidemment. Et à gauche, c'est une représentation de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert représentant la chambre obscure la chambre noire, la camera oscura, telle qu'Alhazen l'avait inventée, l'aurait inventée. Donc on sait depuis qu'il n'a pas inventé simplement un objet portatif, il a inventé une chambre carrément où on pouvait pénétrer, il a un lieu, il a présenté un lieu plastique, un lieu que beaucoup de plasticiens contemporains auraient rêvé de créer, dans lequel le trou percé dans le mur, l'œilleton, produit une image inversée sur le mur opposé. Donc il a créé un lieu qui est une salle de cinéma en quelque sorte. Cette image donc de la chambre optique, de la chambre obscure, de la camera oscura, projette un monde de l'homme et pour l'homme. C'est le socle de l'humanisme. De l'homme et pour l'homme. On pourrait dire de l'homme pour un homme. Pour un homme. Elle s'adresse à quelqu'un, un sujet en quelque sorte. D'ailleurs, je vous invite à observer cette peinture que vous connaissez, c'est le Saint Jérôme d'Antonello de Messine. Donc Saint Jérôme dans son studio, qui se trouve à la National Gallery à Londres. C'est une petite peinture, de toute beauté. Où est-il, ce Saint Jérôme qui est dans la cathédrale, sur son édifice de bois très curieux, avec le lion qui surgit à droite pour se faire soigner la patte, avec le mur de la partie droite qui ne se raccorde pas au mur de la partie gauche, avec des anomalies perspectivistes tout à fait étonnantes. Où se trouve-t-il? Eh bien, dans le lieu, dans la main de Dieu, en quelque sorte. Il se trouve dans l'Église, au sein de la main de Dieu. Avec l'espace qui l'environne, l'espace dans lequel nous nous trouvons, possède la même lumière et la même extériorité que l'espace au-delà des fenêtres, qui se trouve là-bas. Donc on a une maison, un édifice isolé dans lequel se constitue un autre édifice isolé. Et sur le premier, on a fait une ouverture pour que la lumière entre. Il se trouve au centre de la chambre optique, de la chambre noire, au centre de la camera oscura. C'est-à-dire, il est ce saint lecteur et ce saint scripteur, il est en lieu et place de l'image magique produite par la camera oscura. Il est l'officiant, il est le laborantin si vous voulez, il est l'artiste qui élabore l'image, mais il est l'image elle-même. Il est l'image elle-même qui s'inscrit tout au fond du sténopé, sur la paroi interne de la camera oscura, tout au fond du tableau à l'intérieur de l'église. Il y a dans cette mise en boîte, cette espèce de mise en abîme, de poupée gigogne que construit cet artiste, Antonello, il y a véritablement une perception très nette de ce qu'est le pouvoir de l'image et le pouvoir de l'optique, de la construction optique de l'image. Le mur donc découpé dans le spectateur correspond à l'oculus percé dans la boîte, et donc notre regard, nous qui regardons cette petite peinture à Londres, est semblable à la lumière. Et notre regard se resserre et s'engouffre dans la boîte optique
pour décliner l'image, pour la délinéer, littéralement, pour délinéer l'image du saint dans son atelier. L'opération que nous construisons, donc, avec l'aide d'Antonello, est une opération optique de surgissement, de mise en place de l'image, participant à une véritable expérience. C'était une expérience scientifique qui me confie. Antonello va, artiste prodigieux, très grande culture, grande intelligence, il va bien nous faire comprendre, par un petit détail, quasi invisible, il va bien nous faire comprendre qu'il s'agit bien d'une plongée du regard, que ce qu'il attend de la part du spectateur, c'est d'une plongée du regard selon des lignes de fuite qui seraient matérialisées. Pour parvenir à ses fins, il va placer le point de fuite de cette perspective monoculaire centrée à un endroit précis dans le tableau, sur une étagère qui se trouve derrière lui, et plus précisément, très précisément, sur un petit bâton posé sur l'étagère en oblique, que l'on voit devant son regard, qui est là, qui est ici. Un petit bâton qui n'est ni un crayon, ni une règle, un simple bâton de bois, posé donc debout, mais appuyé sur le fond d'étagère. Un bâton donc qui se présente tout à fait comme le gnomon du cadran solaire. Voilà. Et puis je vous montre un objet voilà, qui se trouve au Louvre, dans les collections du Louvre, un cadran solaire donc de la Renaissance, alliage de cuivre, doré et d'ivoire. Ce bâton donc dans l'œuvre d'Antonello fonctionne avec la lumière du soleil, avec l'irruption de la lumière qui découpe dans l'ombre une ombre portée, comme l'index qu'il désigne. Antonello fait signe vers nous et nous dit quelque chose. Où trouve-t-on, dans quel ouvrage, dans quel type de pensée, dans quel contexte trouve-t-on une référence conjointe à la perspective et au gnomon? Chez Vitruve. Chez Vitruve, voici Vitruve, chez Vitruve, dans son De Architectura, 1er siècle de notre ère, au livre 9.8, chapitre 8, il y a ce lien, cette articulation qui est faite entre les deux éléments, entre la perspective et le gnomon. Il en va de même que le gnomon projette une ombre, la perspective également, comme le soleil, se projette et projette une ombre. Du même coup, Antonello nous renvoie au fameux verset d'Ésaïe qui évoque le cadran solaire du roi Akaz, 743-728 avant notre ère. Voici ce que dit Ésaïe. Voici que sur les degrés d'Akaz, je vais faire reculer l'ombre qui est déjà descendue. Alors, remarquez le changement de temps. Voici que sur les degrés d'Akaz, je vais faire reculer l'ombre qui est déjà descendue. Elle reculera. C'est le futur d'action. Elle reculera de 10 degrés. Et le soleil remonta. Soudain, c'est simple. Sur les degrés, 10 degrés qu'il avait déjà descendu. C'est Dieu qui parle dans ce texte d'Ésaïe. Et la perspective, comme Dieu ajuste le monde, l'élargit ou le rétrécit, installe la lumière, fait reculer l'ombre. Aujourd'hui, la chambre optique d'Antonello n'est plus dans la main de Dieu, comme on disait, n'est plus enclose dans l'Église, elle a été fracassée. Et ce qui caractérise à présent l'image, c'est son flux quasi cosmique. J'utiliserai donc à partir d'ici systématiquement le terme, la dénomination le flux, pour ne pas l'expliciter. Elle va s'expliciter avec les exemples que je vous donnerai. L'image est produite désormais en flux continu, c'est son nouveau régime, c'est un régime qu'on pourrait dire d'ailleurs impérial, un régime puissamment installé à travers toute la planète, impérial et planétaire. Gogol a prétendu, de moins en moins, me semble-t-il, jouer avec le mot goggles, lunettes. Comme s'il s'agissait de la même chose, en quelque sorte. Le graphisme des deux hauts semblait renforcer ce rapprochement. Et donc, avec ce rapprochement, évidemment, cet objet, cette institution, en quelque sorte, cette institution impériale que représente Gogol, cette institution se présentait comme une simple application de l'optique, comme un objet qui était destiné à régulariser le regard, le soigner
comme une paire de lunettes, une lunette de plongée, une lunette de vue, etc. Je vous rappelle, en anglais, Gogol avoir le regard fixe, to Gogol at, fixé avec des yeux ronds. Donc toute opération qui serait liée à l'exercice de la vue, de sa propre santé visuelle. Mais cet appareil qu'est Gogol n'est pas un appareil de vision, c'est un appareil de pensée, essentiellement. Et il est très loin des schémas protecteurs de la paire de lunettes. Car le flux ne se contente pas de montrer, il montre tout le temps, pour tous. 3,5 milliards d'internautes dans le monde aujourd'hui. Voilà la courbe du monde. On part de 1994, on arrive à 2016, la courbe de la montée du nombre d'internautes. Aujourd'hui, 3,5 milliards d'internautes. Le flux traverse donc l'espace dans l'astéroïde mouvant du temps et produit un cosmos inouï qui est, qu'on le veuille ou non, notre monde actuel. Le statut de l'image, donc, aujourd'hui, est radicalement transformé. Il est transformé de sa production à sa réception, en passant par sa forme. Toutes les dimensions de l'image sont reconfigurées. Il est transformé avec une radicalité telle que le cadre juridique, le cadre philosophique de l'image, c'est-à-dire sa propre signification ontologique, en quelque sorte, s'en trouve bouleversé. Bouleversé et encore, à mon sens, impensé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadre philosophique permettant d'appréhender correctement encore l'événement Internet, ni de cadre juridique. Internet, c'est l'objet même qui se développe dans la stricte dérégulation. Le nouveau statut auquel prétend l'image, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, et c'est là que la question est assez grave, c'est celui de l'universel. L'image relèverait désormais de l'universalité absolue, et elle serait l'horizon de la pure pensée, la pure raison partagée, en quelque sorte. De sorte que toutes les images diraient la vérité, en tant que chaque image ne vaut qu'à être rapportée au flux incessant où elle est insérée. À chaque fois qu'on polémique sur une image, oui, mais il y a l'autre image, il y a celle-ci, il y a celle-là, etc. La vérité fuit entre nos mains, mais le phénomène se développe. Chaque image est déjà englobée dans le fleuve en devenir permanent du tout image. Ce tout image, ce flux, comme je le nomme, donc, s'érige alors en logos transcendantal. De fait, il s'érige en logos transcendantal. Autant dire que le nouveau statut de l'image à l'heure d'Internet réinstalle un pouvoir strictement théologique. Un pouvoir qui s'érige en discours du divin, en voix suprême, surplombant l'humanité. Un pouvoir théologique que l'on croyait disparu depuis plus de 2 siècles. Pour le dire autrement, le flux des images, le flux donc, est un vecteur central de la lutte qui se développe à notre époque pour s'arroger la domination de l'universalité du visuel, pour détenir le pouvoir de qualification de ce qui est universel et de ce qui devrait, par conséquent, s'imposer à tous. Dans 4 conférences, durant ces 4 conférences, je vous proposerai, en partie du moins, à faire un arrêt sur image. C'est-à-dire à introduire une rupture dans ce flux pour revenir attentivement, pour s'arrêter sur quelques images, peu nombreuses au demeurant, 4 images principales, comme vous le verrez, et quelques images dérivées. Quelques images, donc, comme je l'indiquais, qui ont surgi dans l'actualité médiatique, comme des questions demeurées sans réponse, ou comme des problèmes demeurés irrésolus. Le propre du flux, c'est qu'il se déverse comme un torrent, qu'il emporte toutes les images, qui sont bientôt remplacées par d'autres, et qu'il rend toujours déjà obsolètes les questions demeurées sans réponse, et les problèmes interminablement irrésolus. Pour prendre un exemple de l'astrophysique contemporaine, alors j'ai mis ce petit exemple pour Jean-Philippe Roussel. En mécanique quantique, le vide cosmique n'est pas vide, comme vous le savez. Des paires de particules sont en permanence et de manière fulgurante créées et détruites aussitôt. Cette agitation prodigieuse évoquant le flux des images contemporaines qui, dans l'espace médiatique, apparaissent, se culbutent et disparaissent. On ne voit jamais les particules cosmiques, sauf si un membre d'une paire de particules tombe dans un trou noir. Auquel cas, le second membre s'échappe et, comme le dit Stephen Hawking en 1974, il rayonne. Et Stephen Hawking va plus loin et il dit « Ce rayonnement est à même d'évaluer le trou noir. » Dès lors, donc, pratiquons un arrêt sur image, qui serait peut-être une bonne source de rayonnement pour appréhender le flux des images contemporaines.
le plan énigmatique que l'on pouvait étudier, le plan énigmatique du cinéma ou de la photographie, le plan fixe en quelque sorte, que l'on pouvait étudier à loisir, le photogramme qu'on extrayait du film, avant, c'était avant. Par exemple, bon, ben, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas passées, voilà. Par exemple, après un film d'Hitchcock dans les cahiers du cinéma. Alors je vous montre deux images extraites, ce ne sont pas, vous savez qu'il n'y a pas de photogramme à proprement parler d'Hitchcock, il y a des photos de plateau, comme ça se pratiquait à l'époque, avec une qualité de noir et blanc et plastique de définition tout à fait ahurissante. Fenêtre sur course, une photo de plateau, donc ce photogramme n'existe pas à proprement parler dans le film. Et je l'ai choisi à dessin parce que regardez bien, on retrouve également l'archer. L'archer est là, hein, c'est-à-dire la métaphore même de Hitchcock et des metteurs en scène. C'est la métaphore de la construction du monde par le biais du viseur et du regardeur. Et là, on voit bien que dans le viseur et dans le regardeur, il y a la jeune Starlet qui habite la maison dans la cour. Si vous avez vu le film, je pense, qui est regardez, et voilà, ça a l'air de réjouir énormément notre héros. On lui a mis une jambe de bois pour... d'un point de vue psychanalytique, c'est assez intéressant. On l'a emmailloté pour le rendre en quelque sorte inefficace. Donc il n'y a pas de turgescence, comme Jacques de Gaulle le fait, puisque son membre est dans le plâtre, littéralement. Donc ce plan n'existe plus, il y a des images, et je cite Pittman, il est directeur des produits et des services Consumer Search de Google, et il estime, c'est une estimation, c'est assez intéressant quand on voit, c'est quand même les intellectuels de haute volée qui dirigent, qui pilotent le navire, hein, ils n'ont que des estimations, c'est assez étonnant. Il estime à 1000 milliards le nombre d'images et de photographies disponibles en ligne sur Internet à l'heure actuelle. Croissance donc phénoménale, due notamment à l'explosion de la photographie numérique et à la photographie évidemment des téléphones portables. Quant au film, c'est-à-dire à l'image animée, chaque jour, ce sont 4 milliards de vidéos qui sont vues sur YouTube, soit 1460 milliards de vidéos visionnées par an. 2,6 millions d'heures de vidéos sont déposées chaque mois sur YouTube. Autant vous dire que nous sommes parvenus dans une société de la quantification immaîtrisée. Plus personne, quant au fond, ne sait, et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe là qui interroge notre conscience occidentale. Vous voyez bien que Alazen, seul dans sa chambre optique, Antonello en dialogue avec le spectateur par le biais de la boîte optique, c'est-à-dire l'interface humaniste ou la solitude du sujet pensant, par le biais de l'image et de la lumière, tout ceci disparaît. Tout ceci est jeté aux oubliettes. Alors, je ne parle pas, évidemment, quand je 2,6 millions d'heures de vidéos, je ne parle pas d'intérêt de ces images, je ne parle pas de la qualité de ces images, je ne parle pas même de l'usage de ces images. La société dans laquelle nous sommes est une société numérique, c'est une société de la quantification, on pourrait dire de la quantification hallucinatoire, proprement. Le vertige, c'est le chiffre. Et le chiffre est roi. D'ailleurs, pour que le message soit clair, le site qui me livre cette information, donc planétoscope.com, ça vaut son pesant de cacahuètes, hein, passez par là si vous avez le temps, ça vaut son pesant de cacahuètes, conclut triomphalement, YouTube compte 693 millions de visiteurs chaque mois et a réalisé, 1,5 milliard d'euros en 2012. Voilà, donc le flux, c'est bien le casse des casses. Hein. On voit que la quantification a aussi un versant financier et qu'il y a quelque chose une folie, un vertige qui est partagé. Alors, une petite citation d'un ouvrage que je vous conseille, qui est un très beau livre de Hans Belting, La vraie image, 2007, Gallimard, publié dans le Temps des images. Belting est un historien de l'art, au départ, de formation, qui avait créé, du temps où il enseignait encore, à Karlsruhe, en Allemagne, dans son université, un centre anthropologique d'études de l'image. Il y avait des médecins qui étaient présents, des cliniciens, des radiologues, des cartographes, des scientifiques, des opticiens, enfin bon, bref, il avait créé un champ multidisciplinaire pour étudier l'image, y compris l'image issue de l'art. Donc les images artistiques, les crânes de vanité, les personnages, les scènes de genre, etc., étaient soumises aux radiations croisées, en quelque sorte, de ce champ de lecture
c'est un auteur absolument passionnant. Alors voici ce qu'il dit. Dans la révolution post-industrielle que nous vivons, la société s'est mise à produire de moins en moins de choses matérielles et de plus en plus de données ou d'informations. Le point de gravité se déplace alors définitivement de l'objet à l'image. Les images deviennent en même temps des symboles et des masques de l'information désincarnée. La production d'images étant promise marchandise essentielle, les informations sont plus convoitées que les choses elles-mêmes, l'objet du désir est une image. Voilà. Donc avec l'introduction du point de vue psychanalytique, à mon sens, absolument fondamental. La société de la quantification est aussi une société qui a besoin, évidemment, de valider le vecteur désir. C'est absolument fondamental, à toutes les manières possibles. Il n'est pas question d'éthique ni de règles juridiques. Il est donc, le déferlement de la pornographie sur Internet est consensuel, cette chose-là. C'est absolument nécessaire pour que le projet aboutisse, en quelque sorte. Il fait partie donc l'objet du désir est une image. Donc on va tenter d'immobiliser ce flux à un moment, autour de 4 images, pour produire le fameux rayonnement de Stephen Hawking. Première image, la voici. Elle a été présentée mondialement dans les médias, Internet, la télévision, la presse papier. Le président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, est reçu par les plus hautes autorités italiennes à Rome. Il est attendu au Capitole. La fameuse place de Michel-Ange, que vous connaissez, qui réussit le tour de force de donner une dilatation, de produire un effet de dilatation dans la place, simplement en détruisant tous les bâtiments qui étaient latéralement, devant les bâtiments principaux latéralement, et de façon à avoir une vue en perspective. Et il installe également un damier, un carrelage en damier tout à fait, qui accentue l'effet de dilatation. Cette place qui est en réalité petite nous paraît beaucoup plus grande par un artifice optique. Le spectateur qui monte l'escalier pour arriver sur le place du Capitole, je pense que pas mal d'entre vous l'ont fait, vous êtes exactement... c'est vous qui construisez la chambre optique, vous entrez dans la chambre optique, c'est vous qui construisez le monde. Le monde vous appartient à vous tout seul. On a vraiment un dialogue humaniste. Il a créé une place pour la foule qui peut être pensée et appréhendée par un sujet solitaire. Alors le Capitole, donc, il est attendu au Capitole, et les services italiens du protocole ont décidé d'enfermer dans des caisses des statues antiques dont la nudité de marbre pouvait choquer le regard de leur hôte. Alors c'est la formule, dont la nudité de marbre pouvait choquer le regard de leur hôte, c'est la formule du correspondant du journal Le Monde à Rome. Circonstance aggravante, si l'on peut dire, et on l'a dit, le dîner offert en ces lieux par le Premier ministre, Matteo Renzi, à la délégation iranienne ne comporte pas de vin. Donc l'opposition, à partir de ces constatations, l'opposition au gouvernement et une partie de la presse va se déchaîner contre ce qui est considéré comme, je cite, une reddition des valeurs du pays. Matteo Renzi est accusé de, je cite, renier sa culture, il est accusé de porter atteinte à l'art comme valeur universelle, etc., etc. Les médias publient des caricatures, alors celle-ci, statue dei musei capitolini coperte per non offendere il presidente italiano Rouhani. Soluzione italiana è soluzione più logica. Voilà. Les statues qui ont été couvertes, pour ne pas offenser le président Rouhani, la solution italienne est la solution qui serait la plus logique. Alors, j'en ai choisi qu'une. Cette année, l'Italie adore les caricatures. Il y en a beaucoup dans la presse. Si vous allez sur Internet, c'est assez étonnant. Mais la caricature travaille. La caricature dit aussi son mot. Elle ajoute quelque chose. Elle fait de sens. Elle produit du sens. Donc, des caricatures et même une brève vidéo, très brève vidéo, tournée à la sauvette dans un couloir du rez-de-chaussée, et que devait emprunter Rouhani, et l'on remarque, si l'on fait un arrêt sur l'image, dans cette vidéo, un plan très bref, on remarque que certaines statues ne sont pas voilées, mises en boîte, ou masquées. Pas ou pas encore. Bon. D'ailleurs, qu'est-ce qui a été voilé au juste sur le chemin du président Rouhani?
Eugénie Soba. C'est ce qu'affirme cette image, mais il s'agit, comme vous le voyez, d'un montage. Un télescope de réalité, on crée par ce télescopage un phénomène de rejet. Rouhani est représenté de l'autre côté, un phénomène d'exclusion réciproque. Ça ne peut pas fonctionner ensemble, en quelque sorte. La civilisation perse actuelle est absolument réfractaire à l'âge classique, à la beauté, etc. Cette image-ci est reprise en boucle. C'est l'image où Rouhani pénètre dans le fameux corridor de la tentation, si l'on peut dire. Eh bien, cette image qui est reprise en boucle dans tous les journaux, les hebdomadaires, les quotidiens, vous le voyez, c'est un photomontage. Il n'y a pas d'image de Rouhani traversant ce fameux corridor. Une photographie peu diffusée, qui vient du Corriere della Sera, présente l'image du corridor avant et après la mise en boîte. Les rideaux ont été obturés, les statues ont toutes été dissimulées, et les athlètes nus sont dissimulés, mais les sénateurs en toge aussi sont dissimulés. Voilà. Tant pis pour eux. Ils n'étaient pas nus, mais ils avaient qu'à l'être. Donc on voit déjà que la logique n'était pas simplement du point de vue de ce protocole un peu qui a pris la main sur cette question. La logique n'est pas une logique anti-nudité, elle représente quelque chose d'autre. Le Monde de titre cachait ces statuts que Rouhani ne saurait voir. C'est le journal Le Monde du 28 janvier 2016 en page internationale, avec la fameuse photo qui a circulé partout, signée Giuseppe Lamy. Mais ici, elle est publiée seule, et publiée seule comme ça, elle est bien partielle et bien partiale. Et le commentaire du Monde a beau être sous la plume élégante de Philippe Ridé, correspondant du Monde à Rome, et une plume tout à fait particulière, ce commentaire a beau être nuancé, l'image s'inscrit bien dans le choc des photos. Le choc des photos dont vous avez revendiqué autrefois par un magazine célèbre. Donc le choc des photos qui n'est souvent qu'une supercherie ou une stricte bévue. En fait, l'enquête n'est pas menée, le Monde traite la chose par-dessus la jambe, pourrait-on dire, l'enquête n'est pas menée par ce journal, ni par d'autres journaux rigoureux. Le lendemain de son bref passage au Capitole, voici Rouhani qui est reçu, nous sommes le mardi 26 janvier 2016, par le pape, au Vatican. Et François, donc en bon jésuite baroque, n'a pas jugé utile de dissimuler la moindre image du Vatican, et il reçoit donc son hôte étranger sans que cela, semble-t-il, fasse le moindre problème. Beaucoup de bruit pour rien, pourrait-on dire, mais c'est la règle du jeu dans le flux. C'est la règle du jeu des images dans le flux. On la nommera règle numéro 1, vous verrez qu'elle reviendra dans cette conférence. La voici, les images restent. Elles se dédoublent, elles se dupliquent, elles se démultiplient, elles se propagent. Les images se propagent, toutes les images se propagent. Le propre de l'image, c'est sa puissance de propagation. Pas du tout d'accompagnement de commentaires. L'important est qu'elle se propage. Dès lors, et c'est une autre règle, une deuxième règle, règle numéro 2, les images surmédiatisées créent elles-mêmes du réel. C'est-à-dire qu'elles produisent d'autres images, elles appellent d'autres discours, où la vérité des signes et des faits est engloutie dans le maelstrom. Une image entraîne une autre image, qui en entraîne une troisième. La troisième est commentée, elle n'a plus de relation avec la première, ni de relation avec le monde que la première était censée identifier, peu importe, tout continue. Le fait donc est englouti, les faits sont engloutis dans le maelstrom. Les effets également sont engloutis dans le maelstrom. Alors, voici un des effets de cette propagation d'une part et de cette création d'un réel parallèle. Les médias rapportent, sans aucune précision, au moment de cette polémique sur l'image des statues en boîte, sans aucune précision, une déclaration des radicaux italiens, entre guillemets, des radicaux italiens, selon laquelle il se serait produit à Turin, un an plus tôt, une chose semblable lors de la visite du pape. Celui-ci aurait exigé et obtenu que soit retirée l'affiche indécente de l'exposition Tamara de l'Empika, placée sur le musée jouxtant la place où devaient se rassembler le 21 juin 2015 60 000 fidèles à l'occasion de la visite du pape au suaire de la cathédrale San Giovanni Battista. Bon, cette information a été reprise par tous les journaux systématiquement, sans être mise en cause.
En réalité, les radicaux italiens dont on parlait, comme d'un groupe politique, il s'agit donc d'une déclaration de l'association Maria Adelaide Alieta. C'est une députée du parti radical, très célèbre en Italie, qui a été résistante dans son enfance, personnage très important de la conscience italienne, décédée en 2000. Elle a une association qui défend donc sa mémoire, et l'association a déclaré: les affiches de l'exposition de Tamara de Lempicka ont été couvertes pour la visite du pape dans notre ville laïque de Turin, mais personne ne s'en était scandalisé. Alors, vous voyez que dans la teneur du message de cette association, il n'y a pas non plus d'attaque contre la couverture. C'est simplement une indication factuelle qui est présentée. Personne ne s'en était scandalisé, sous-entendu, pourquoi se scandaliser après tout de ces mises en boîte partielles des statuts du Capitole. Alors, est-ce que c'est cette image qui était la fameuse affiche de l'exposition Tamara de Lempicka? C'est une peinture de Tamara de Lempicka? Non. Bien qu'elle ait circulé beaucoup dans la presse, sous l'affirmation que les affiches de Tamara de Lempicka de l'exposition ont été masquées quand le pape est venu. Voici l'affiche de l'exposition en réalité. Tamara de Lempicka, Torino, Palazzo Reale. Palazzo Chiavelli, pardon. Alors c'est derrière la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, hein, c'est allé donc sur les lieux, c'est derrière la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. La place où se trouve le musée jouxte la place où se trouve l'église. Alors effectivement, cette affiche était déposée à l'entrée de l'exposition. Vous voyez, il y avait deux affiches dans les lucarnes, et tout a été retiré à la demande effectivement des services du Vatican, enfin du protocole, pour les fidèles qui venaient s'installer sur cette place. On a gardé le document en arceau qui est mis sur la voûte de la porte d'entrée. Elles ont été retirées ou bien elles ont été masquées, sauf donc sur le porche d'entrée du Palazzo Chiavelli. Personne donc ne s'était de fait scandalisé de ces retraits d'images d'une journée sur la place où la foule devait passer. Deux règles donc. Première règle, les images se dupliquent, se propagent, c'est l'effet viral. Deuxièmement, la propagation, règle numéro 2, la propagation virale contamine d'autres strates du réel pour en réviser la lecture. C'est l'effet révisionniste. Et vous verrez qu'il y a systématiquement, derrière ces images et derrière la polémique qui se déplace, dans cette inconsistance des discours, dans ce côté savonnette en quelque sorte des propos, on ne sait jamais, personne n'affirme, tout est sous-entendu, tout est dans l'implicite, eh bien il y a un effet révisionniste. On travestit les faits, on fait dire à l'histoire ce qu'elle n'a pas été en quelque sorte. On mesure à quel point les images fabriquent du discours. Le déversement répétitif d'une même image, cet effet donc viral, l'effet déluge de l'image, s'apparente, on pourrait le dire, à une rhétorique guerrière. La saturation finit par créer le vrai. Voilà le problème. Et tout ce que désigne le vrai est jugé également vrai. Ce dispositif échappe à toute croyance rationnelle, et il fonctionne comme la croyance, où la réitération de la formule est censée faire réalité, où la psalmodie, si vous voulez, produit du réel. Et cette fonction-là, quant au fond, on passe de la théologie, donc je vous ai indiqué à quel point il y avait une relation entre Internet et la théologie, et là vous voyez qu'il y a une liturgie de cette théologie. Cette religion d'Internet a sa propre liturgie qui est la psalmodie, hein, qui est quand même le degré zéro, en quelque sorte, de la liturgie, d'une certaine manière. Des images sont voilées, des boîtes sont exhibées en guise d'image. Tout ceci n'est pas, quant au fond, incompréhensible. Dans le champ anthropologique de la pensée protestante, notamment de la pensée calviniste, des rideaux étaient placés devant des peintures, devant certaines peintures, accrochées au mur des maisons privées, comme on le voit ici chez Gabriel Metzeux. La lettre reçue, ou bien femme lisant une lettre, ça date des années 1662-1665, ça se trouve à la National Gallery of Scotland, à Dublin. Évidemment, c'est un tableau à lecture, j'ai eu l'occasion de commenter dans d'autres lieux, dans d'autres espaces. Évidemment, le domestique qui a apporté la lettre à sa maîtresse, la maîtresse s'empresse de déchirer l'enveloppe. Elle s'empresse tellement que le dé à coudre a glissé jusqu'au bord du tableau, est tombé, est venu jusqu'au bord du tableau, signe éloquent, mais
quasiment pas vu, pas pris, hein, de la précipitation. Et elle est très inquiète que quand il y a cette lettre, eh bien, la réponse, c'est la domestique qui la donne. Elle soulève le rideau, c'est une marine, le bateau coule. Donc il y a sans doute des ennuis très sérieux qui sont annoncés. On la retrouve également chez Rembrandt. Van Dijk, de son vrai nom, la Sainte Famille avec cadre et rideau peints. C'est une peinture qui conserve la qu'un seul. L'intérêt de cette peinture, c'est que tout est peint. Hein. C'est un trompe-l'œil. Le cadre est faux. Le rideau est faux, sans doute. Mais pour qu'il fonctionne, il fallait que le cadre soit ajusté. On ne peut pas mettre un vrai rideau. Donc tout est dans un remarquable trompe-l'œil. Comme si le tableau donc exhibait, produisait lui-même l'image même illusionniste de son propre rideau, comme une possibilité potentielle de tirer le rideau et de dissimuler à la vue cette image de la Sainte Famille que l'on... Voilà. Vous savez que dans les maisons hollandaises au XVIIe siècle, un grand nombre de peintures étaient dissimulées, les rideaux étaient ouverts quand certains visiteurs étaient présents, mais la plupart du temps, les peintures étaient fermées derrière des rideaux. Hein. Il y avait, c'est la relation calviniste, protestante, une relation à l'image. Il n'y a pas de gâchis en quelque sorte, l'image n'est pas en permanence présente. L'image doit accéder à l'image et c'est ce que Rembrandt intègre. Et on tire le rideau de la Sainte Famille, fait de manière illusionniste, pour accéder à une scène précise qui doit conduire à la méditation, à la prière, etc. Donc l'image ne se gaspille pas et elle ne peut pas être comme ça impunément présentée. La présentation de l'image est une question absolument fondamentale. Aussi fondamentale d'ailleurs que chez les jeunes plasticiens d'aujourd'hui, la présentation du travail plastique est toujours extrêmement importante. Hein. La façon dont l'œuvre se dévoile est toujours extrêmement importante. Voiler les images, donc, ou plus précisément, créer des dispositifs permettant alternativement de voiler et de dévoiler les images, participe d'une conception essentialiste de l'image, pardonnez-moi, accordant à celle-ci un pouvoir d'effraction particulier. Toute une tradition occidentale, appelée parfois la théologie d'icône, s'efforce de la sorte d'installer dans le processus de civilisation, une dialectique du visible et de l'invisible. Et donc une éthique de la responsabilité envers les images. C'est ce qui passe notamment dans l'esprit calviniste. Et même chez Luther, qui n'a jamais qui n'a jamais indiqué comme nécessité la destruction des images, mais seulement l'interdit sur les images saintes. Toute autre image, pour la raison pour laquelle, dans l'espace protestant, il y a prolifération de la nature morte, d'images en quelque sorte qui ne portent pas atteinte à la représentation du sacré. Donc une dialectique du visible et de l'invisible, la dialectique de la responsabilité. On pourrait, d'une certaine manière, considérer l'art minimal américain, le minimalisme, comme on dit parfois, comme un retour ou comme une résurgence de cette dialectique, de cette éthique dans l'espace américain. C'est le fameux die, le cube mort, un D ou la mort, selon les points de vue, hein, le fameux cube de métal de Tony Smith de 1970. Pourquoi ces rappels? Simplement pour préciser ce qui sera ma position permanente durant ce cycle de conférences, c'est celle de Spinoza dans le traité politique. Vous le savez, c'est le dernier texte de Spinoza, c'est le Spinoza ultime, c'est le texte qui est resté inachevé à la mort de Spinoza le 21 février 1677. J'ai pris grand soin, dit Spinoza, de ne pas tourner en dérision les actions humaines, de ne pas les déplorer ni les maudire, mais de les comprendre. Voilà, c'est la position que je souhaite tenir. Alors quoi, cette image donc des sculptures du Capitole en boîte, ou de quelques boîtes enfermant des sculptures, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est du point de vue des médias? Voilà, je me suis posé la question en quelque sorte, et si je essayais de me mettre un peu à leur place quand même, hein, en dépit des errements. Alors, c'est d'abord l'indice d'une réalité jugée insupportable. Il serait porté atteinte à notre culture, à notre art, à notre civilisation, nous qui aimons l'art antique, nous qui aimons la stature grecque et romaine, de divinités nues, les musées, les femmes nues, les hommes nus, pourquoi pas, la beauté, l'amour, le sexe, la vie, etc. Alors je file la métaphore, comme on dit, hein, je tire le fil, mais parce que ces termes sont venus consteller des propos à droite et à gauche. Hein, et on voit bien que tout d'un coup, on fait tout un plat, comme on dit. Nous voulons des images de tout cela, nous voulons des images visibles, c'est ce que disent les médias. Il est vrai que la mise en caisse des statues s'apparentait symboliquement à une mise en bière, à une sorte d'enterrement.
une sorte de mise à mort suite à la disparition brutale de l'histoire de l'Antiquité et des corps sculptés. L'image litigieuse, l'image conflictuelle, traverse une épaisseur anthropologique et porte atteinte, croit-on, au symbole. Ensuite, du point de vue des médias, me semble-t-il, j'ai tenté de me mettre à leur place, cette image des statues en boîte, c'est une image fétiche. C'est une image fétiche qui permet de dire « mais vous voyez bien que ». Vous voyez bien que l'iconoclasme, que l'islam, que les Arabes, etc., etc. Vous voyez bien qu'il nous agresse, puisqu'il cache les images, nos images, il les soustrait à notre regard, ils effacent une partie du réel, de notre réel, et cela avec le consentement de ceux qui ont déjà capitulé. Matteo, le pauvre Matteo Renzi, qui n'en peut mais. L'image des statues en boîte, donc, est un fétiche iconophile. Ne touchez pas au concile de Nicée, 1987. Nous voulons des images, et encore des images. Voiler, cacher nos images, c'est s'en prendre à nous. Donc, un réel insupportable, une image fétiche de ce réel, et bien sûr, tout ceci sur fond d'une vision assez délirante du monde et de la vie en société, c'est-à-dire de l'harmonie, une vision du monde, d'une société où il n'y aurait ni harmonie, ni équilibre des passions, ni mesure, ni échange, etc. Il est triste, je précise, de voir que quasiment tous les médias, y compris les plus sérieux, j'ai regardé la presse internationale, italienne, allemande, américaine, y compris les plus sérieux, semblent s'abandonner aux délices dangereux de l'effet viral, révisionniste et manipulateur des images, en laissant travailler la chambre d'écho. Alors que ces journaux savent très bien faire des focus sur des mises au point. Ce sont des images pas très graves. Alors pour finir, une anecdote. Une anecdote qui est rapportée par... Une anecdote qui est rapportée par Clément d'Alexandrie. Alors voilà, je n'ai pas trouvé de photo de Clément d'Alexandrie, donc je vais vous montrer. La couverture de sa protreptique, donc, qui a été édité en 1949, traduction en 1949 aux éditions du Cerf, et réédité en 2004, Protreptikos prosélénas, en grec ancien, c'est-à-dire exhortation en grec. Clément d'Alexandrie, c'est vers 150, 211, 216 de notre ère. C'est lui qui invente l'anecdote, qui rapporte cette anecdote. Et cette anecdote était auparavant racontée, il la prend littéralement, cet auteur chrétien, donc ce qu'on dit saint, mais qui n'est pas saint du tout, qui est un des premiers pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, il prend ce récit chez Pline l'Ancien. Dans son histoire naturelle de Pline, 1er siècle de notre ère. Le récit concerne l'étrange et inquiétant pouvoir d'une célèbre sculpture de Praxitèle, l'Aphrodite de Cnide. La statue était parfaite, non seulement belle, mais aussi désirable, dit Pline, à tel point qu'un homme épris de la statue alla jusqu'à, je le cite, avoir commerce avec la pierre. Minutai telito. Cette œuvre, affirme-t-il, rendait les hommes éroticoi, érotomanes, c'est-à-dire saisis par une irrépressible pulsion d'éros, par une violente passion érotique. Le récit de Pline apporte d'autres précisions. On raconte, dit Pline, qu'un jeune homme enflammé d'amour pour elle, pour l'Aphrodite de Cnide, une nuit qu'il s'était caché dans le temple, s'accoupla avec la statue et lui laissa une tache, indice de sa passion assouvie. Alors, tout ceci, évidemment, s'inscrit dans une thématique que les Grecs ont forgée, qui va se prolonger jusqu'à la Renaissance, qui s'appelle les images vivantes, la thématique que les historiens de l'art connaissent bien sous la formule des images vivantes. L'œuvre doit produire des images vivantes. Et là, évidemment, s'il y a eu cet accouplement, c'est la preuve que l'image était plus que vivante. On pourrait donc extraire de ce récit de nombreuses réflexions, des réflexions amusées, des réflexions savantes. En tout cas, c'est clair, les statues peuvent être dangereuses, et si l'on avait pris soin d'enfermer dans une boîte l'Aphrodite de Cnide, il ne serait assurément rien arrivé. D'ailleurs, après vérification, c'est une version hellénistique, donc tardive, de cette fameuse
statue maléfique qui se trouve au musée du Capitole. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, cette statue, elle a été dûment enfermée dans sa boîte, avant le passage du visiteur étranger, Rohani, la échappée belle.